Voilà. Chère Anne-Emmanuelle, chers collègues, parce que j'en vois plusieurs dans la salle, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord merci pour votre présence, votre fidélité. Il y a vraiment des visages que je reconnais successivement. Il y a aussi quelques nouveaux, mais enfin il y en a des fidèles que je reconnais successivement à chaque conférence. Merci pour votre présence à donc la 5e conférence de l'année du cycle Les Invités de l'UMONS, 5e et dernière pour cette année académique. Je rappelle qu'en principe, on en fait 4 par an, donc en faisant une 5e, on était déjà un peu au-dessus de la moyenne. Mais ne vous en faites surtout pas, nous revenons l'année prochaine. Donc là, c'est juste une question de patience, d'attendre que les examens soient terminés. Et puis, nous revenons l'année prochaine. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème extrêmement intéressant et passionnant. Vous allez me dire que les thèmes sont souvent passionnants, c'est vrai, mais en tout cas fort important, puisqu'on va parler de la démocratie. Quelle chance nous avons de vivre en démocratie, mais probablement qu'il faut en dire plus. Et pour nous parler de ce thème important, eh bien, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir Anne-Emmanuelle Bourgault. Elle est née à Uccle il y a quelques années. Elle a fait ses études à l'ULB, d'abord licenciée en droit de l'ULB, puis elle est allée étudier à Paris, elle a fait un DEA, diplôme d'études approfondies, donc c'est ce qui suit, dans l'ancienne terminologie, ce qui suit des études de second cycle universitaire, donc des licences à l'époque, DEA en pensée politique. Et effectivement, elle va s'intéresser au fonctionnement des modèles politiques et des modèles démocratiques en particulier, puisque le thème de son doctorat en droit est la démocratie du gouvernement représentatif en Belgique, une promesse oubliée. Alors, elle est l'auteur de un grand nombre d'articles sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté. En particulier, elle a abordé dans ses recherches des questions comme le vote électronique, la consultation populaire, le statut des parlementaires et l'histoire du Sénat. Alors, je la connais particulièrement bien, parce qu'il y a quelques années, je m'étais un peu occupé du droit à Mons, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et je dois dire que j'ai toujours cette image d'Anne-Emmanuelle, c'est une passionnée. C'est une passionnée. Parfois, il faut un peu la freiner. Et parfois, un peu de mal, parce qu'il faut la freiner. Et alors, divers épisodes que je ne peux pas vous résumer, faute de temps, mais elle est aujourd'hui chargée de cours à temps plein à l'école de droit de l'Université de Mons. Elle enseigne le droit constitutionnel, le droit et les libertés et l'histoire du droit. Et depuis qu'elle s'est installée, je veux dire, dans ses fonctions de chargée de cours temps plein, elle a contribué à donner un élan nouveau à l'école de droit, qui est une des institutions, des facultés les plus dynamiques de l'université, les autres étant déjà très dynamiques, ça en dit long. En particulier, elle a introduit diverses expériences pédagogiques particulièrement intéressantes, innovantes et valorisant, mettant en avant la citoyenneté des jeunes. Des expériences pédagogiques telles que la reconstitution d'une assemblée constituante, des simulations de délibérations parlementaires et encore maintenant, une exposition participative sur le thème Game of the Thrones, qui est toujours présente dans le bâtiment Warroquet à Mons, au premier étage. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la découvrir, elle est particulièrement intéressante. Et puis, vous l'avez probablement entendu et vu récemment à la télévision et à la radio, où elle participait effectivement à un débat sur cette question de quel est le meilleur fonctionnement de la démocratie, quel est l'avenir de la démocratie et comment s'assurer de son bon fonctionnement. Je vais donc lui céder tout de suite et avec beaucoup de plaisir la parole. Merci.
Merci beaucoup. Alors d'abord, merci d'être là pour nous, les chercheurs. Alors pouvoir transmettre le résultat de nos recherches, c'est vraiment précieux. Ça nous permet aussi de ne pas être dans nos tours d'ivoire. Merci à Monsieur Pagano qui alors m'a toujours fait confiance. J'en ai les larmes aux yeux rien que de le dire. Et si alors je suis là, et si je suis là où j'en suis, alors c'est certainement grâce à sa confiance. Je le remercie de manière générale et pour son invitation ce soir, et aussi à Léna Gossens qui est notre grande organisatrice devant l'Éternel et sans qui, eh bien, tout serait beaucoup plus pénible et beaucoup moins bien organisé. Alors, c'est volontairement que j'ai appelé cette conférence « La démocratie, stop ou encore ». Jusqu'il y a peu, j'aurais dit, vous voyez, on cède un peu au titre provocateur pour attirer du monde. Eh bien, actuellement, je vais vous expliquer que ce n'est pas en cédant à la provocation que j'ai choisi ce titre, et je vais vous expliquer pourquoi. On le sait, la démocratie est traversée pour le moment par de nombreuses tensions négatives. On peut parler de nuages, on peut parler de brume. Je pense évidemment au retour des extrêmes. Alors la montée du Front National en France, certainement. Je rappelle que 33,9% au second tour des électeurs ont voté pour un parti d'extrême droite. Je donne toujours plutôt ce chiffre pour qu'on s'en rende compte. C'est plus de 10 millions d'habitants. C'est un peu comme si on avait une Belgique à côté de nous qui a voté pour ce parti. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle moins, au fond, de l'extrême droite chez nous. Alors vous allez me dire, les Français parlent moins de nous, mais même nous, en Belgique, j'ai l'impression qu'on en parle moins. Et pourtant, on devrait en parler plus. Je pense évidemment à la montée, alors ça fait un peu comme ça, mais les derniers sondages sont quand même un peu alarmants là-dessus, sur le Vlaams-Belang. Et je pense aussi à la NVA, et on pourra y revenir dans le débat, parce que je suis de celles qui pensent qu'on n'est pas assez attentif aux grandes comparaisons qu'on peut faire entre certaines prises de position de la NVA et des positions qu'on reproche par exemple au FN en France. Ce n'est pas la seule ombre qui s'étend sur la démocratie. Il y a aussi évidemment le retour des leaders forts. On pense à Trump, on pense à Erdogan, on pense à Orban. Pour le moment, c'est une figure qui se redresse, qu'on croyait appartenir au passé, en tout cas dans nos contrées, de ces leaders plus ou moins souvent charismatiques et qui accumulent des pouvoirs et qui veulent concentrer les pouvoirs. Et alors, dernière ombre ou autre ombre sur la démocratie, c'est ces scandales éthico-financiers. Alors pas seulement chez nous, aussi en France, au niveau européen, qui assombrissent aussi et qui font et qui donnent quand même tout ça, on ne va pas le nier, un petit goût d'années 30 qui fait froid dans le dos. Si on se penche du côté des chiffres, vous savez, il y a une blague sur les juristes qui est vraie, en fait, il faut bien le dire, qu'on est souvent tous nuls pour les chiffres. En général, quand vous êtes plutôt bon élève mais que vous êtes nul en chiffres, vous allez vers le droit. Alors j'essaye de lutter contre ça et j'essaye quand même, surtout que c'est Joseph qui m'y encourage, à ne pas me détourner des chiffres. Et par exemple, alors on peut discuter, mais ces chiffres sont quand même très constants. Dans l'enquête Génération Quoi, qui est une enquête sur la jeunesse 18-34 ans, on se rend compte que 90% de ces jeunes de 18-34 ans n'ont pas du tout, ou plutôt pas confiance en la politique. Plus généralement, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, l'enquête Noir, Jaune, Blues de 2016 donne les chiffres suivants. Quand on a interrogé, on a demandé aux sondés que pensez-vous de la phrase « le système démocratique fonctionne plutôt bien », il n'y avait que 32% qui étaient d'accord avec cette affirmation. Par contre, ils étaient 63 à être d'accord avec l'affirmation « le système politique actuel est globalement en échec ». Alors, la démocratie est source de tension, c'est le thème de cette conférence, stop ou encore. Ce serait alors vraiment dommage de passer sous silence les éclaircies, les horizons plus ensoleillés de la démocratie. On ne peut pas passer à côté de tous ces nouveaux mouvements qui se créent et qui en tout cas proposent ou veulent donner du souffle autrement à la démocratie, soit dans la rue. Alors on peut remonter au mouvement Occupy Wall Street qui était aux États-Unis, qui s'est essoufflé depuis, mais c'était un des moments où les gens sont retournés dans la rue pour demander plus de démocratie.
On peut penser aux indignés aussi dans différents pays, notamment chez nous, même si ça s'est de nouveau essoufflé. Il y a ce mouvement de Nuit debout, dont vous avez certainement entendu parler, alors en France, mais il y a eu aussi des excroissances en Belgique. Et pour parler en belgo-belge, il y a ce mouvement que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tout autre chose, qui a comme caractéristique de vouloir aussi remettre la démocratie au centre des débats. Alors, ces nouveaux mouvements qui veulent plus de démocratie ou une démocratie autrement, ou qui retournent à certaines formes démocratiques nouvelles, se manifestent aussi dans les isoloirs. Alors là, je me tourne vers la France, dans le mouvement à la fois En Marche et dans le mouvement de Mélenchon, la France insoumise. Il y a cette idée à la fois qu'on va dépasser les clivages traditionnels, mais il y a aussi un processus opératoire, moi, qui m'intéresse dans mes recherches, parce qu'ils ont élaboré leur programme et leurs propositions de manière différente. C'était pas, si vous voulez, dans des cercles fermés, mais plutôt en faisant remonter de la base, de sections locales, de groupements locaux, des aspirations, des propositions. Et il y a donc là aussi une volonté d'en revenir à autre chose et de faire la politique autrement. Et alors, il y a différentes expériences dont on pourra reparler qui se sont passées en Europe. En Belgique, le G1000, c'était une expérience privée, ce n'est pas les pouvoirs publics qui l'ont fait, mais enfin, c'était une expérience intéressante puisque l'idée, c'était que 1000 citoyens tirés au sort allaient débattre de différentes questions. En Islande et en Irlande, ils ont été plus loin parce que là, c'est carrément pour changer la Constitution qu'ils ont mis des citoyens tirés au sort autour de la table. Alors donc, mesdames et messieurs, c'est la question. Au fond, on est au milieu de tensions. Certains veulent plus de démocratie, certains alors évoluent vers moins. Je pense notamment à ces leaders forts. On sent qu'il y a à la fois une envie ou un besoin ou une discussion sur des réformes. Et puis, à côté de ça, et notamment en Belgique, on va y revenir, le règne semble encore et toujours être le statu quo. On a l'impression que des jours sombres arrivent, mais aussi peut-être des lendemains qui chantent. Comment penser ça sereinement? Comment y voir clair? Eh bien, pour répondre à ça, moi, la réponse que j'ai trouvée dans mes démarches scientifiques de manière générale, c'est de retourner à l'histoire. Je rappelle ça à mes étudiants, et c'est pour ça qu'on a fait la manifestation, d'ailleurs, dont Joseph parlait, qui s'appelle Game of Thrones en Hainaut. L'idée, c'était qu'ils retournent à leurs racines, et qu'ils retournent à leur histoire, qu'ils retournent à leur passé et à leur passé juridique pour éviter les risques de myopie. Et c'est ce que je vous propose de faire ce soir ensemble. Pour cela, je vais en revenir aux sources de la démocratie belge et vous parler de ce que j'appelle le malentendu du suffrage universel. Qu'est-ce que c'est ce malentendu ? Si vous deviez expliquer à quelqu'un en quoi et pourquoi la Belgique est une démocratie, très certainement, vous répondriez c'est de la démocratie parce qu'il y a le suffrage universel. Et si la même personne vous disait depuis quand alors vous êtes en démocratie, eh bien ce que vous avez en général appris et ce que vous savez de notre État, de notre pays, c'est qu'on a accordé le suffrage universel en 1919-1921. Et dans les livres d'histoire ou dans les manuels de droit public, eh bien, on présente justement ça comme le moment, si vous voulez, de basculement de la Belgique vers autre chose et vers la démocratie. Pourtant, quand on y réfléchit, mesdames et messieurs, eh bien, c'est un peu court. C'est un peu court, pourquoi ? Parce que, en effet, le suffrage universel, et je serai la dernière à dire l'inverse, est nécessaire à la démocratie, mais en fait, le suffrage universel n'est pas suffisant. Confusément, on le sait déjà, parce qu'au fond, dans nos régimes politiques, en Belgique ou ailleurs, on sent bien que la démocratie a à voir avec plus que seulement le droit de vote. Qu'est-ce que fait le suffrage universel ? Il démocratise le droit de vote. Il faut donc aussi se préoccuper du reste, même si on est très focalisé sur le suffrage universel. On le sait d'ailleurs, même confusément, si on avait tous ce suffrage universel mais qu'il n'y avait qu'un candidat, on sait bien qu'on serait dans autre chose que la démocratie. Même chose, et même si c'est pas très à la mode de dire ça, je le dirai quand même, le statut matériel des parlementaires, le fait de bien rémunérer, j'ai pas dit trop, j'ai dit bien, de bien rémunérer les parlementaires, c'est essentiel en démocratie, mesdames et messieurs, même si, je le répète, il est très à la mode de voir ça comme des privilèges éculés. Je ne suis pas de celle-là. Il faut justement rémunérer les parlementaires parce que sinon, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs ? Seuls les plus riches et seuls ceux qui ont les moyens accèdent à la fonction parlementaire. Cela veut dire, mesdames et messieurs, qu'on a un schéma 1919-21, avant c'est pas la démocratie, après c'est la démocratie, mais si on y réfléchit un peu, il ne faut pas chercher loin, on sait bien qu'au fond c'est plus compliqué. Là,
est la source du malentendu, mesdames et messieurs, du suffrage universel. Et pour vous le montrer, je vais en revenir à 1830-1831, le moment de la Révolution belge, le moment de notre indépendance. Et je vais vous montrer qu'à l'époque, on savait déjà, au fond, qu'on ne pouvait pas penser un régime, que ce soit en des termes démocratiques ou aristocratiques, uniquement en fonction de ce seul critère, à savoir le droit de vote. À l'époque, quand il y a la Révolution belge, il y a un consensus pour faire un gouvernement des élites, par les élites et pour les élites. Et à ce moment, le fait qu'il faut travailler bien plus que le seul droit de vote, qu'il faut bien mettre beaucoup plus de principes constitutionnels qui ferment, qui cadenassent, qui verrouillent le système, eh bien c'est une évidence pour tous. C'est tellement vrai que si on y réfléchit, et ça c'était mon job en tant que constitutionnaliste qui fait de l'histoire, je me suis posé cette question-là, mais au fond, quels principes constitutionnels ils ont mis dans notre Constitution en application et en conformité avec leur conviction que seuls les meilleurs, seuls les plus riches, seule l'élite doit avoir le pouvoir. Eh bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un principe constitutionnel qui mettait dans la Constitution, mais bien 6 principes constitutionnels. La limitation du droit de suffrage, ça on connaît tous, je passe rapidement dessus, seuls les plus riches avaient le droit de vote, mais aussi, mesdames et messieurs, le choix de la représentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait qu'on exclut les référendums, le fait qu'on exclut la consultation populaire ou l'appel au peuple, toutes ces techniques qui font qu'on va décider en se passant des représentants, ce choix-là, c'est aussi un choix aristocratique, c'est aussi un choix élitiste, parce qu'à l'époque, on pense que la représentation et le régime représentatif, c'est la quintessence de la civilisation. Leclerc nous le dit très bien, vous le voyez. J'aime beaucoup, moi, les citations d'époque, qui sont toujours dans une langue extraordinaire. L'intervention de la nation doit se concentrer, s'épurer dans les mains des plus dignes et des plus intéressés au bien-être général. On fait donc un système représentatif qui exclut la totale, la consultation populaire, le référendum, pour donner le gouvernement, le pouvoir aux meilleurs. Il y a un autre principe aristocratique qu'on décide à l'époque et dont on connaît la nature aristocratique, c'est l'élection. Alors de nouveau, comme on assimile totalement suffrage universel et démocratie, on a du mal à penser que l'élection est au fond aussi un peu élitiste et aussi un peu aristocratique. Et pourtant, mesdames et messieurs, elle l'est. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous choisissez des élus, des mandataires politiques par l'élection, c'est quand vous voulez sélectionner ces élus, quand vous voulez sélectionner les mandataires. Vous ne voulez pas que n'importe qui arrive au pouvoir. Si vous voulez que n'importe qui arrive au pouvoir, avec les mêmes chances d'arriver au pouvoir, vous choisissez le tirage au sort. Alors vous allez me dire, Madame Bourgault, qu'est-ce que vous racontez, ce tirage au sort, là, l'arbitraire, soumettre la décision politique à l'arbitraire du hasard, ce serait tout à fait inacceptable. Mais non, vous savez, au fond de vous, vous le savez aussi, que le tirage au sort et le hasard est très égalitaire. Et je vais vous dire comment vous le savez, c'est que tous, peut-être pas, mais beaucoup d'entre vous, vous jouez au loto, à la loterie nationale. Et pourquoi? Non, vous non plus, moi non plus, je n'aime pas les jeux d'argent. Enfin, beaucoup de Belges jouent à la loterie nationale. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont en tout cas une chance de tenir le gros lot. Sinon, personne ne jouerait à la loterie nationale. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que même nous, dans nos pratiques, on sait que le tirage au sort fait gagner n'importe qui. Et c'est à l'époque, on le sait. On le sait. Et si on refuse le tirage au sort pour désigner nos représentants, c'est parce qu'on veut justement un mécanisme sélectif. D'ailleurs, je vous ai mis la citation d'un congressiste que j'adore, qui s'appelle De Robot, et qui nous dit bien qu'il sait en fait que le tirage au sort est très démocratique. Il nous dit, et c'est à propos du jury d'assises, le jury, donc tiré au sort, contient tout ce que le jugement du peuple avait de sublime. Chez les Grecs et les Romains, la souveraineté de la nation. Et quand on consacre donc l'élection pour désigner la représentant, c'est pas ça qu'on veut. On veut autre chose. C'est pas tout, mesdames et messieurs, pour être sûr, là, parce que c'est vraiment une chose dont on ne veut pas, que n'importe qui n'exerce pas le pouvoir, on va aussi limiter l'éligibilité au Sénat. On va mettre un sens, en fait, donc une condition fiscale très très dure, qui va, dans la pratique, assurer l'accès au Sénat aux grands propriétaires terriens, aux nobles, aux aristocrates. Et c'est en conscience, de nouveau, qu'on fait ça. D'ailleurs, le pauvre, il était isolé. Franz Mann va nous dire « Le germe de la noblesse, cette création barbare de la féodalité qui entraîne l'idée de l'oisiveté et de la mollesse avec elle, n'est pas étouffée. » Franz Mann s'érige contre ça. Il ne veut pas d'un Sénat aristocratique, mais il va perdre, parce que c'est ce qu'on va faire, et ça, pour longtemps encore. Avant-dernier principe
principe aristocratique et élitiste qu'on consacre dans la Constitution, c'est le fait, et je venais d'en parler, qu'on va limiter l'éligibilité en fait. Beaucoup de congressistes trouvent qu'il faut bien rémunérer la fonction parlementaire, ou sinon, écoutez, il n'y a que les riches, il n'y a que les nantis qui peuvent exercer la charge. Et c'est De Vaux notamment qui dit, mais si vous ne rémunérez pas bien le travail parlementaire, c'est en fait comme faire un sens d'éligibilité, c'est comme faire une condition d'argent, mais de manière masquée, de manière hypocrite. Et je pense qu'il a raison. Eh bien, une fois de plus, il ne sera pas entendu. Et enfin, alors c'est un vrai paradoxe, le droit de pétition, dont les congressistes sont pourtant vraiment des fervents admirateurs parce qu'eux-mêmes ont pétitionné contre le régime hollandais, eux-mêmes ont utilisé cette arme pour lutter contre ce qu'ils appellent à l'époque le despotisme, eh bien, au fur et à mesure des travaux, ce droit de pétition, qui est pourtant le moyen de tâter le pouls, de sentir de mesurer la température de cette nation représentée, petit à petit va tomber dans le déclassement et dans l'oubli au fur et à mesure que les congressistes affirment leur autorité. Alors, pour comprendre ce qui se passe en 1831 bien, il faut aussi parler d'un effet que je qualifie de la manière suivante. C'est ce que j'appelle l'effet démocratique paradoxal du suffrage censitaire. De quoi s'agit-il ? Quand vous avez dans une relation représentative des électeurs triés sur le volet et des élus triés sur le volet, la relation entre électeurs et élus ne se pose pas dans les mêmes termes que quand l'électorat est universel. Pourquoi ? Mais parce que l'élite est ce qu'elle est, et l'élite a différents canaux pour notamment dialoguer et se rencontrer. Je pense au club, au salon, on en trouve trace d'ailleurs dans les discussions parlementaires de l'époque. Les élus et les électeurs se parlent, se côtoient dans différentes instances réservées à l'élite. On voit ça, si vous avez vu le film d'Anne, qui est ce film sur ce député qui s'appelle Dance, on voit très bien que les élites parlent entre elles, là c'est dans un salon, je ne sais plus lequel. Ce que je veux dire, c'est que parce que l'élite est élite, il y a une proximité qui s'installe entre électeurs et élus, et on va voir que c'est un des grands problèmes qui va arriver avec le suffrage universel, cette question-là. Et alors il y a aussi une certaine rotation des charges. Quand vous êtes membre de l'élite, et je parle évidemment que des membres de l'élite, hein, l'immense majorité est reléguée au contraire dans son statut apolitique, mais quand vous êtes membre de l'élite, il n'est pas complètement, quand vous êtes un électeur, il n'est pas tout à fait inimaginable que vous deveniez élu. Cela veut dire qu'il y a une certaine rotation des charges qui s'opère entre électeurs et élus, qui est un des mécanismes que la littérature identifie comme un principe démocratique, parce que vous êtes électeur, mais l'élu, c'est un autre électeur parmi d'autres. Vous voyez, il y a cette idée qui va se perdre par la suite, que finalement, électeurs et élus sont interchangeables. Et alors, il y a une chose qui est vraiment facilitée par le suffrage censitaire au profit de la seule élite, c'est la définition de l'intérêt. Qu'est-ce que c'est ? Comment on fait des lois ? Quel intérêt on poursuit pour faire les lois ? À ce moment-là, alors, ce qu'on suit, c'est l'intérêt de l'élite. Et d'ailleurs, ce système va être extrêmement efficace représentativement. On arrive déjà en 1919-1921, ça, les études s'accordent pour dire qu'en Belgique, eh bien, c'est un état social, un état social déplorable. L'état de la législation sociale à la veille de la Première Guerre mondiale est tout à fait très dur par rapport aux autres pays industrialisés. Ça veut dire que l'ordre représentatif censitaire avait fait son job. Vous voyez, les lois étaient faites par l'élite, pour l'élite, et décidées par des électeurs qui faisaient eux-mêmes partie de l'élite. Alors évidemment, par rapport à ça, et c'est très bien, le plus grand nombre va se soulever. On en retrouve trace déjà dans le catéchisme du peuple à la fin du XIXe siècle. Et déjà là, mesdames et messieurs, je reprends mon idée, le suffrage universel est nécessaire à la démocratie, mais il n'est pas suffisant. Eh bien déjà dans le catéchisme du peuple, quand on le relit, on sent cette idée que ce n'est pas le seul suffrage qui est demandé, c'est bien plus. Qu'est-ce que nous dit ce catéchisme du peuple ? Il nous dit « Qui es-tu ? Je suis un esclave. Que faut-il donc pour faire d'un esclave un homme libre ? Il faut lui donner le droit de vote, c'est-à-dire établir le suffrage universel. Mais par qui se font les lois en Belgique ? Les lois se font maintenant en Belgique pour les riches et contre les pauvres. Quel est le moyen de changer cet état de choses honteux ? C'est de donner au peuple le droit de suffrage, et c'est moi qui souligne, le peuple qui est honnête, parce qu'il travaille, nommera des honnêtes gens qui feront des lois honnêtes. Il y a plus le seul droit de suffrage, ce n'est pas de manière théorique ou de manière romantique, si vous voulez, qu'on demande le suffrage universel, c'est pour concrètement avoir un changement de l'ordre socio-économique. Du coup,
quand on se plonge dans les travaux de l'époque, de nouveau, comme en 1830, cette idée que modifier le droit de suffrage ne va pas suffire, mais tout le monde est conscient de ça, dans l'espoir ou dans la peur. Ceux qui veulent avancer dans la démocratie et ceux qui ne veulent pas avancer dans la démocratie savent, de part et d'autre, on sait que bien plus est en jeu. C'est tellement vrai que le Premier ministre de l'époque, quand il ouvre le chantier constitutionnel au lendemain de la Première Guerre mondiale, va nous dire, mesdames et messieurs, ça vous savez, c'est ces perles de la recherche, quand vous tombez là-dessus, vous dites non, mais vraiment c'est extraordinaire. Quand je suis tombée sur cette déclaration, l'œuvre à réaliser par la Constituante est considérable. Il serait vain pourtant d'essayer de réduire sa tâche, car la Belgique de demain, pour vivre et prospérer, a besoin d'institutions adéquates à son caractère et au temps que nous vivons. De simples modifications du droit de suffrage ne suffiront pas. On le sait à l'époque, on le sait que ça ne suffira pas. Et pourtant, mesdames et messieurs, le résultat du chantier constitutionnel qui s'ouvre sur des déclarations généreuses, avec des promesses de démocratisation époustouflantes, eh bien ce résultat va être considérablement décevant par rapport aux promesses qui sont formulées au début du chantier constitutionnel. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce chantier constitutionnel? Et alors, vous voyez où je veux en venir. Nous, on a nos principes, là, qu'on a été recherchés en 1830. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, en fait, de nouveau, je serai la dernière à remettre en cause la nécessité absolue du suffrage universel. En effet, on démocratise le droit de vote. J'ajoute juste, parce que ça me semble quand même le coup de marketing du siècle, que le suffrage universel n'est en fait que masculin. Il est très peu universel quand on y réfléchit. Mais bon, en tout cas, on a le suffrage universel. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on démocratise le droit d'éligibilité à la Chambre. Pourquoi? Parce qu'on va rémunérer mieux, toujours cette idée. Je vous rappelle que si vous ne rémunérez pas justement les parlementaires, eh bien, il n'y a que les nantis, il n'y a que les privilégiés qui auront accès à la charge. Et donc ça, c'est deux acquis démocratiques de 1919-21, je n'en disconviens pas. Mais par contre, il y a tout le reste. Et tout le reste, on se rend compte qu'au fur et à mesure du chantier constitutionnel, les peurs immenses des forces conservatrices par rapport à ce bouleversement qu'est le suffrage universel va faire qu'on se crispe et cette droite conservatrice va se crisper. Et essayer de toutes parts de maintenir, voire de renforcer les fameux principes aristocratiques hérités de 1830. D'abord, et c'est les pages les plus belles de cette réforme constitutionnelle, c'est le maintien de la représentation exclusive. Cette idée que seuls ceux qui sont triés, sélectionnés, élus, désignés, dans cette idée que ce sera les meilleurs, seuls ceux-là vont décider politiquement, eh bien ça va être, on va le voir après, ça va être confirmé. On maintient et même on renforce l'élection. Le constituant de 1919 a vraiment conscience que grâce à l'élection, même si vous avez un suffrage universel, ça va sélectionner, ça va trier les heureux élus qui vont arriver dans les assemblées parlementaires. C'est une bataille homérique sur l'éligibilité au Sénat. Les forces conservatrices, et elles le disent comme telles, on doit s'en tenir aux garanties, on veut des tamis à l'entrée, on doit, vous voyez, on sent le désespoir, là, il y a déjà des hordes et des masses qui vont arriver dans le bureau de vote, laissez-nous des garanties, vraiment, déjà n'importe qui sera dans les isoloirs, n'importe qui ne peut pas être dans le Parlement, et donc ils s'accrochent à cette idée, ils refusent la rémunération du mandat de sénateur, et ils font des catégories d'éligibles qu'ils appellent un tamis à l'entrée, pour être sûr que n'importe qui ne vient pas s'asseoir sur les beau siège rouge du Sénat. Et alors, le droit de pétition continue sa dégringolade à ce moment-là, parce que déjà qu'on adresse, vous voyez que tout le monde est accueilli dans le bureau de vote, on ne va pas en plus permettre aux gens de revendiquer ou d'obtenir, encore moins, ce qu'ils veulent directement. Et en plus, mesdames et messieurs, le sort s'acharne, vous allez me dire, il faut compter avec ce que j'appelle cet effet aristocratique du suffrage universel que vous allez comprendre simplement. Jusqu'à présent, la relation entre électeurs et élus se faisait comme ça. En bas, c'est la base, c'est les électeurs et les élus sont là. À partir du moment où vous démocratisez le droit de vote, la base s'élargit évidemment. Et donc il y a toute une question qui se pose en termes de relation entre électeurs et élus. Il y a un éloignement qui s'opère et puis il y a une sélection beaucoup plus forte parce que vous avez toujours peu d'élus,
mais vous avez beaucoup plus d'appelés. Le nombre de sièges reste même, mais sauf que le nombre d'électeurs se démultiplie. Et donc, par le fait même d'universaliser le droit de vote, si on ne réfléchit pas à accompagner ce droit de vote et à accompagner ce suffrage universel, vous avez un effet aristocratique qui se produit. Et surtout, vous quittez le confort de la relation d'élite qu'on avait avant dans le suffrage censitaire, qui permettait, je le rappelle, d'avoir notamment des lieux de discussion, des lieux de rencontre entre électeurs et élus. Vous quittez ça et à ce moment-là, si vous ne faites rien, eh bien, vous avez cet effet aristocratique paradoxal. Cela veut dire que si on résume, mesdames et messieurs, ce grand moment de la démocratie, ce grand moment de basculement, c'est en fait une faible démocratisation des principes de 1830. Et à cette occasion, ce dont on parle moins, c'est qu'il y a un maintien et un renforcement des principes aristocratiques pour lutter contre les effets du suffrage universel qui, au fond, fait encore peur à un très, très, très grand nombre de nos représentants de l'époque. En plus, on s'abstient de prendre des mesures positives qui permettraient à ce suffrage universel de lutter contre cet effet d'éloignement des électeurs et des élus. On ne s'en rend pas compte tout de suite de ce qu'on est en train de créer. On ne se rend pas tout de suite compte du déséquilibre parce qu'à ce moment-là, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui se met entre les électeurs et les élus, quelque chose qui fait matelas, c'est les fameux partis politiques. À ce moment-là, les organisations partisanes sont très fortes. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans les débats constitutionnels. À ce moment-là, un électeur sur 3 est un militant, est un membre de parti politique. Et dans les partis politiques, il y a justement des interfaces, il y a cette possibilité de lieu, de dialogue entre électeurs et élus. Il y a cette possibilité d'endroit où on va contrôler ce que font les élus. Il y a cette idée, cette possibilité pour les électeurs d'exercer leur citoyenneté entre deux scrutins. C'est à ce moment-là, parce que comme on va le voir, eh bien, par la suite, cette possibilité-là qui amortit, si vous voulez, qui fournit, je ne peux pas mieux dire, ce matelas qui permet d'adoucir les effets du seul suffrage universel, eh bien, par la suite va disparaître avec la baisse de l'affiliation partisane. Et puis, eh bien, écoutez, et puis, on le sait, le suffrage universel va focaliser l'attention démocratique. Je dis toujours que le suffrage universel est un petit coquin, et il s'est bien entendu pour nous faire croire qu'à lui seul, il nous permettait de basculer dans la démocratie et qu'à lui seul, il résumait l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et cette idée va pénétrer très profondément dans nos pensées, dans nos manuels, dans nos cours, etc. Et en plus, le fédéralisme, je suis bien placée pour le dire, je suis constitutionnaliste, et donc le fédéralisme va focaliser toutes les attentions institutionnelles. Ça me frappe toujours, nous, les constitutionnalistes, on parle beaucoup plus de BHV ou du est-ce que la COCOF est une entité fédérée que les conditions juridiques de la démocratie. Ça vaut pour les chercheurs, mais ça vaut aussi pour les élus. Dans les commissions de révision de la Constitution et les commissions institutionnelles, on parle beaucoup de fédéralisme, on parle beaucoup de problèmes communautaires, on parle, et malheureusement, beaucoup moins de toutes ces thématiques en lien avec la démocratie. L'histoire constitutionnelle, j'en ai déjà parlé, se focalise sur ce moment de 1919-1921 qui est vu comme un moment héroïque, et il l'est aussi, hein, je n'ai jamais dit l'inverse, il est héroïque parce qu'il arrache enfin le suffrage universel. Mais par contre, il a tendance à en faire un moment, une odyssée, comme si c'était un moment solaire et lisse, alors que ce qui caractérise ce moment, c'est encore la conflictualité. Ça tient bien plus de l'Iliade que de l'Odyssée, ce moment. Et il faut parler de l'octroi du suffrage universel, mais aussi il faut parler de tout ce qu'on a refusé à ce moment-là, en connaissance de cause et en conscience, parce qu'on ne voulait au fond pas démocratiser plus avant le système. Et alors, non seulement vous avez tous ces facteurs, mais un des grands facteurs qui accroît le déséquilibre, c'est que les partis politiques se vident. Les chiffres que j'ai trouvés mentionnent que désormais un électeur sur 16 est un militant, donc est un membre de parti politique. Ça me semble encore généreux. Notamment chez les jeunes, et pour des raisons
assez solaire à mon avis. L'appartenance à un parti politique n'est plus une manière commune d'exercer sa citoyenneté. Quand je dis que c'est pour des raisons solaires, je pense que les jeunes sont dans une temporalité différente, de la même manière qu'on n'a pas un époux, un mari pour toute la vie, on n'a plus une maison pour toute la vie, on n'a pas un job pour toute la vie, on n'a plus une affiliation partisane pour toute la vie. Donc je pense que la forme même des partis politiques et de l'affiliation partisane qui suppose une certaine durée, une certaine constance, est peu adaptée à la manière dont les jeunes ressentent et exercent leur citoyenneté à l'heure actuelle. Il vaut mieux des exemples que des longs discours, parce que sur chaque thème que je viens de mentionner, je pourrais développer. Mais j'en ai choisi deux. Donc sur cette idée, le malentendu du suffrage universel, c'est le suivant. C'est que le suffrage universel, il est nécessaire à la démocratie. Mais, mesdames et messieurs, il n'est pas suffisant. Et on l'a toujours su. On le savait en 1830, on le savait en 1919-1921, et pour toute une série de raisons, on a eu tendance à l'oublier par la suite. L'exemple, c'est la consultation populaire ou le référendum. La consultation populaire, ça me frappe toujours, mesdames et messieurs, quand maintenant on disserte, notamment après le Brexit, et on pourra y revenir, est-ce que la consultation populaire, le référendum, est démocratique ou non? Mais je vous garantis que les congressistes auraient un fou rire en nous attendant. Pour les congressistes de 1830, il était évident que c'était la démocratie. Et c'était évident aussi qu'ils ne voulaient pas de ça, parce qu'ils ne voulaient pas la démocratie. Je vous en ai parlé, ils voulaient le gouvernement représentatif. D'ailleurs, pour eux, c'est clair que la consultation populaire, le référendum, c'est de la démocratie et qu'ils n'en veulent pas. Le seul essai, c'est toujours ce trublion que j'adore de deux robots qui va essayer de demander un appel au peuple sur le choix de la monarchie, parce qu'en fait, lui est républicain et veut faire voter, soumettre au peuple le choix entre monarchie et république. Alors là, ça va provoquer un incident, un des plus gros incidents des travaux du Congrès national, et évidemment, ça ne va pas être retenu. Céron, c'est un congressiste de l'époque, nous résume bien cette idée que, au fond, ce qu'on appelait à l'époque de la démocratie, ce qu'on appelle aujourd'hui de la démocratie directe, c'est réservé aux barbares, tandis qu'au contraire, la représentation, c'est la quintessence de la civilisation. Que nous dit-il? Est-il question de ressusciter Athènes, Thèbes ou Syracuse ou Sparte avec sa pauvreté, ses ilotes, ses mœurs barbares étrangères aux douceurs de la civilisation? Non. Je ne veux pas qu'on prenne pour modèle les démocraties de l'ancienne Grèce, concentrées dans l'enceinte d'une seule ville, où le peuple délibérait dans les places publiques et y votait lui-même la loi. Ce que nous demandons, c'est un gouvernement représentatif, conforme à la nature des choses, qui tende au bonheur des hommes, qui protège les bons contre les méchants, où la loi soit au-dessus de la volonté de l'homme, où la volonté de l'homme ne soit jamais substituée à la volonté de la loi. Il y a donc un consensus pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Alors là, la démocratie qu'on qualifie aujourd'hui de directe, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui se passe par la suite? En 1919-1921, c'était ça une de ces promesses, mesdames et messieurs. La promesse annoncée par le Premier ministre quand il disait « au fond, le suffrage universel, ça ne suffira pas », c'était précisément ça. Il est indispensable également de permettre au suffrage universel de départager librement, sans intermédiaire, les partisans et les adversaires d'une mesure qui tous se prévalent de la volonté de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? Ça veut dire ça. À certains moments, il faut que la nation s'exprime elle-même toute seule. Et il y a une série de propositions, plus inventives les unes que les autres, sur des référendums, des consultations populaires dans plein de domaines, au début du chantier constitutionnel. Ça va donner, mesdames et messieurs, les pages les plus passionnantes de cette réforme constitutionnelle, où deux conceptions du gouvernement s'affrontent. Une conception conservatrice incarnée par Wust qui nous dit « Les lois doivent être faites par des membres élus, mais ne se prononçant qu'après un travail préparatoire, approfondi, dans lequel toutes les lumières se rattachant aux questions débattues ont été présentées et qui constitue dès lors au moins la présomption que la loi élaborée est encore, dans les circonstances données, la meilleure qui pouvait être faite ». Que nous dit ce conservateur Wust, qui est alors un des plus grands pourfendeurs du suffrage universel, qui au fond ne veut pas de la démocratie dans notre pays? Il le dira au moment des débats sur le suffrage universel. C'est que lui, il faut de nouveau en
en rester aux garanties qui nous restent. C'est qu'au moins les élus puissent faire ça seuls, de leur côté. Que non, alors écoutez, de nouveau, c'est Horde qui arrive dans les bureaux de vote, on ne va pas en plus les mettre sur les agoras. Et la présomption de la loi la mieux faite, c'est les élus qui la font. En face, pour le socialiste Hubin, par exemple, c'est une conception très différente de la représentation, c'est une conception démocratique. Quoique investi d'un mandat, je ne me sens pas l'autorité d'imposer au peuple, en vertu de certains principes que je pourrais avoir et que je pourrais lui soupçonner d'avoir, un principe législatif, s'il m'est montré clairement qu'il n'en veut point. Aussi longtemps qu'il y a présomption d'un accord parfait entre nous et nos électeurs, nous pouvons légiférer. Mais dès que cette présomption est mise en question, nous n'avons pas le droit de mettre nos préjugés au-dessus de la volonté du peuple souverain. Telle est ma conception de la démocratie. Il y a un siècle, mesdames et messieurs, il y a un siècle, on nous disait ça. Et qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? C'est qu'alors que tout le monde, de nouveau, la consultation populaire et le référendum sont identifiés pour ce qu'elles sont. On savait à l'époque appeler un chat démocratique, c'est de la démocratie. De Célis Longchamp nous le dit bien. Je comprends fort bien que ceux qui vont à l'égalité politique, ou plutôt ceux qui sont allés à l'égalité politique, comme le condamné à mort va à l'échafaud, résistent au référendum, comme à toutes les réformes de démocrates. Ils sont logiques, mais la logique veut aussi que ceux qui sont réellement démocrates se lèvent pour défendre toutes les réformes de justice. Malgré ces pages passionnantes, c'est un vote historique de 92 voix pour et 55 contre. Donc 92, il y a un siècle, 92 voix de nos représentants en faveur de la consultation populaire. Alors vous allez me dire, mais madame, comment ça se fait qu'on n'a pas la consultation populaire chez nous? Parce qu'à quelques voix près, on n'a pas atteint les 2 tiers. Une majorité s'est prononcée pour la consultation populaire, mais il manque quelques voix pour atteindre les 2 tiers, et du coup, ça sera l'abandon de la consultation populaire et de toutes les multiples propositions qui étaient sur la table à l'époque. Ensuite, c'est certain que la question royale et la consultation nationale qui a eu lieu à ce moment-là a encore plus enfoncé, si je puis dire, la consultation populaire. Les positions à ce moment-là sont inversées. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que dans les débats parlementaires, les socialistes qui étaient pour le référendum et la consultation populaire sont à présent contre. Les catholiques qui étaient contre en 1919-21 deviennent pour, et chacun échange des arguments dans une espèce de drôle de jeu de chaise musicale. Et la consultation populaire et le référendum ne se remettront pas de ça. En 1997, par à coup, c'est une caractéristique des réformes démocratiques en Belgique, c'est que c'est ensuite de crise qu'on se penche sur la démocratie et puis on décide des choses, mais souvent on ne les fait pas. Les assises de la démocratie qui ont suivi le scandale de l'affaire Dutroux avaient décidé d'instaurer la consultation populaire régionale, ce qui a été alors de nouveau voté à la Chambre, et puis rien, et puis il ne s'est rien passé parce que ça n'a jamais été voté au Sénat. En 2001, une commission très très intéressante sur le renouveau politique. Eh bien, de nouveau, les partis politiques étaient plutôt favorables à instaurer le référendum et ou la consultation populaire, et puis il ne s'est rien passé. Et alors la 6e réforme de l'État, et ça, on l'a à mon avis pas assez dit, c'est historique, a enfin décidé que la consultation populaire régionale était permise. On est en 2014, soit 100 ans plus tard que ce vote précédent, quand vous voyez, 1921-2014. Et là, eh bien, écoutez, on va être tous attentifs parce que Bâle est dans le camp des régions qui n'ont, en tout cas depuis 2014, rien encore décidé. Une deuxième illustration, le suffrage universel est nécessaire à la démocratie, mais n'est pas suffisant, c'est l'élection indirecte. Alors ça, c'est vraiment un exemple très intéressant pour moi qui suis constitutionnaliste. Qu'est-ce que c'est l'élection indirecte, mesdames et messieurs? Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est chaque fois que vous ne comprenez pas une assemblée, chaque fois que une assemblée est bizarre, chaque fois que vous ne savez pas très bien qui y siège, en général, c'est parce qu'il y a de l'élection indirecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand parfois vous votez et puis que les élus se retrouvent dans une autre assemblée, quand des élus sont élus à un titre et puis choisis parmi d'autres, parmi eux-mêmes, pour aller ailleurs, quand chaque fois qu'il y a un mécanisme plus compliqué que je vote, par exemple, à la région Wallonne, j'envoie mes mandataires, c'est l'élection indirecte. L'élection indirecte était mal vue, a toujours été mal vue. En 1831,
les congressistes qui avaient souffert de ça, parce que le pouvoir hollandais s'était arrangé pour faire des assemblées représentatives tellement compliquées, tellement indirectes, avec des couloirs et des choses compliquées, que les Belges en avaient souffert. Et donc, le premier principe qu'ils répètent dans leur discours et qu'ils décident dans leur principe constitutionnel, c'est « on ne veut pas l'élection indirecte, on veut l'élection directe ». En 1919-21, eh bien, on sait encore, de nouveau dans la joie ou dans le regret, quel est l'impact d'une élection indirecte. Pour Hubin, l'élection indirecte résume, l'élection indirecte ne procure qu'une image imparfaite, un pâle reflet de la nation, et elle consacre l'irresponsabilité complète et absolue de l'élu à l'égard des électeurs, du mandataire envers ses mandants, quelle que soit la modalité qu'on adopte. Ça veut dire qu'à l'époque, on sait très bien que quand on met l'élection indirecte, quand on fait des choses compliquées, au fond, les électeurs ne savent plus très bien qui siège où. Les électeurs ne savent plus très bien contrôler comment les électeurs votent, les élus agissent. À l'inverse, de l'autre côté, du côté conservateur, eh bien, on va plaider et on va obtenir la restauration de l'élection indirecte en tant que correctif du suffrage universel, nous dit le Premier ministre Carton de Villars, contre les vices reconnus de la démocratie de ne pas faire arriver au pouvoir les hommes qui sont les plus dignes et les plus capables de l'exercer. On se recroirait en 1830. Il y a donc cette idée, et on le sait, que si vous mettez l'élection directe, il y aura tri sur tri, sélection sur sélection, et que donc ça va de nouveau, une fois de plus, permettre d'éviter que n'importe qui, entendez ceux qui n'appartiennent pas à l'élite, arrive dans les assemblées. Actuellement, ces débats sur l'élection indirecte sont tout à fait absents parce qu'on a oublié, de nouveau, c'est la même conséquence, on a oublié qu'il n'y a pas que le suffrage universel qui caractérise notre côté démocratique ou non. Il y a plein d'autres choses, et notamment ça. Et comme on le sait, singulièrement du côté francophone, on a une kyrielle d'assemblées composée de manière compliquée à partir de l'élection directe et un mélange souvent d'élections directes et indirectes. Pour la petite anecdote, je dis toujours que expliquer à des jeunes de 20 ans la composition du Sénat, excusez-moi, mais alors là, franchement, pourtant j'y mets du cœur, j'y mets de l'enthousiasme, mais alors faire adhérer à un tel système et un tel modèle, et de nouveau le Sénat actuel ne ferait pas rougir ou ferait plutôt envie, à mon avis, au gouvernement hollandais contre lequel on s'était érigé en 1830, tant il est complexe et tant il manque de visibilité et de lisibilité. En synthèse, mesdames et messieurs, on a, je pense, oublié les promesses de démocratisation qui pourtant avaient été formulées en 1919-1921, et pas par une minorité active, par le Premier ministre, je vous rappelle. On a oublié aussi les effets aristocratiques de certains principes, tout à notre joie de se dire qu'on avait basculé dans la démocratie à partir du suffrage universel. Et en plus, et ça c'est le vrai malentendu du suffrage universel, non seulement parce qu'on n'a pas démocratisé assez, mais parce qu'il y a cet effet paradoxal du suffrage universel, on l'a laissé en fait tout seul. Le malentendu du suffrage universel, c'est que seul, il est incapable, ça je pèse mes mots, il est incapable de réaliser les espoirs dont on l'investissait, et singulièrement les espoirs dont la majorité de la population l'investissait. Alors, écoutez, moi, je dis toujours que je suis porteuse de mauvaises nouvelles, parce que mon constat est peut-être même plus dur que celui qu'on fait d'habitude, mais aussi de bonnes nouvelles. Ça, c'est justement le côté solaire. C'est qu'il y a des raisons, en fait, à la situation, et ces raisons sont nombreuses, mais du coup, il suffit de changer les causes de la situation, et je pense pas, je suis sûre, ça ira mieux. Il faut donc dissiper ce malentendu. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'avance, à mon avis. Actuellement, on a un modèle constitutionnel qui est déséquilibré, qui est un peu de quinquois parce qu'on n'a pas démocratisé assez notre gouvernement représentatif. Et c'est pour ça qu'il est source d'insatisfaction, de malentendus et de critiques. Et donc la solution, écoutez, c'est simple, il faut poursuivre et faire ce qu'on avait en plus promis en 1919-1921. Il ne faut pas seulement démocratiser le droit de vote, il faut démocratiser la décision politique. Et là-dessus, toute une série de propositions permettraient d'impliquer, et c'est de ça dont il s'agit, plus les citoyens entre deux scrutins, au-delà de la participation presque éphémère à des scrutins tous les 5 et 6 ans.
Il faut démocratiser l'accès aux charges. J'entends tout le temps, c'est toujours les mêmes. Mais oui, mais vous avez raison, mesdames et messieurs, c'est toujours les mêmes. Mais ça, c'est la conséquence du système qu'on a mis en place. Pour le moment, c'est toujours les mêmes, notamment parce que les chiffres montrent qu'il y a une très forte, alors je jargonne, pardonnez-moi, mais endogamie, c'est-à-dire que les partis politiques, quand ils établissent les listes, ont tendance à fonctionner en circuit fermé et à nommer toujours les mêmes sur les listes électorales. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est toujours les mêmes. Donc cette impression est en fait correcte si on constate les chiffres. Et donc, il faut démocratiser l'accès aux charges, parce que sinon, on a justement, à juste titre, cette impression qu'il y a une classe politique à part et que les élus ne sont pas des électeurs comme les autres. Or, c'est important qu'on ressente et qu'on perçoive les élus comme des électeurs parmi les autres. Il faut démocratiser ce lien entre électeurs et élus, et j'en ai déjà parlé. C'est cette idée que, j'insiste là-dessus, le suffrage censitaire avait résolu cette question parce qu'il était censitaire. L'élite avait des canaux d'information, des lieux d'échange, des endroits de communication pour que cette circulation entre électeurs et élus se fasse. Le grand drame du suffrage universel, c'est qu'il l'a eu quand les partis politiques étaient massivement peuplés, mais qui ne l'a plus. Ça, je suis désolée, David Van Reybrouck dit les partis politiques sont des coquilles vides. Je pense qu'il a raison. Je constate ça de nouveau dans mes étudiants. C'est frappant. J'ai commencé ma carrière il y a 20 ans. Il n'était pas impossible ou inimaginable que les étudiants soient affiliés à des partis politiques, et alors souvent différents, et tant mieux. Et donc il y avait des débats incroyables et très chouettes dans l'auditoire. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus, quand je disais « vous faites partie d'un parti politique, vous vous engagez au nom, madame ». Et ceux qui essayaient souvent se faisaient virer, ce qui est incroyable, virer de leur section parce qu'ils arrivaient là tout feu, tout flamme. Et maintenant, il y en a encore, mais c'est ceux qui veulent faire carrière. Ça en dit long. Vous allez dans un parti politique parce que vous voulez faire carrière en politique. Et je ne les blâme pas. Au moins, ils vont se dévouer à l'intérêt collectif. Je suis la dernière à blâmer ça, que du contraire. Ils en veulent, ils veulent s'investir. Mais c'est emblématique. Vous allez dans un parti politique parce que vous voulez faire carrière. Pas parce que vous voulez changer la société. Pas parce que vous voulez militer. Pas parce que vous voulez transformer le monde. Enfin, vous pouvez transformer le monde en étant élu, bien entendu. Mais donc, c'est dans une perspective de carrière qu'on s'engage désormais dans un parti politique. Il faut... Mesdames et messieurs, démocratiser l'accès aux institutions, c'est mon job, moi ça. J'explique à des jeunes de 20 ans, le Sénat, BHV, la COCOF, les réformes de l'État, et c'est terriblement compliqué, notamment parce qu'ils arrivent avec absolument aucun bagage à cet égard. Ce n'est pas normal. J'espère qu'eux, au moins, du coup, après mon cours, ont une connaissance et une familiarisation, plus qu'une familiarisation, d'ailleurs, une maîtrise du paysage constitutionnel qui les entoure. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas qu'à l'université qu'il faut qu'il y ait ça, parce que pour exercer sa citoyenneté, la première des conditions, c'est comprendre les institutions. Je dis toujours qu'on a fait plus fort, en fait, en Belgique qu'un Wust, qui était vraiment le plus grand pourfendeur de la démocratie et qui a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'à la fin de sa vie pour lutter contre la démocratie. Maintenant, souvent je dis, on n'a plus besoin d'un Wust, en fait. On a la complexité institutionnelle, parce que la complexité institutionnelle anesthésie la citoyenneté aussi efficacement qu'un Wust. Il faut, et les affaires récentes en matière, alors qu'on appelle d'éthique, moi je préfère les appeler des affaires liées au contrôle sur les élus, montrent qu'il faut renforcer le contrôle sur les élus. Et il faut vraiment le renforcer, et c'est lié. Si vous démocratisez plus avant, vous allez renforcer le rôle des électeurs, et donc vous allez aussi renforcer leur contrôle sur les élus. Et enfin, il faut revaloriser le rôle des parlementaires. Ça, j'en suis absolument persuadée, et ça me permet d'enchaîner avec, je n'aurai pas le temps, mais je reviendrai là-dessus si vous voulez, avec toutes les propositions qu'on peut faire par rapport à ça. J'en viens au changement des mentalités. Je travaille depuis de nombreuses années sur ces matières, et je constate qu'encore et toujours, les élus ne comprennent pas. Ils pensent que démocratiser plus avant, que ce soit par le référendum, le tirage au sort, par la réglementation de la manière dont on fait les listes électorales, ça va porter atteinte à leur pouvoir. Et ça, ce n'est pas vrai. La démocratie, ce qu'on appelle maintenant la démocratie directe ou la démocratie participative, et qui est en fait de la démocratie tout court, ne menace pas les élus. Ça va renforcer les parlementaires, j'en suis absolument persuadée. Et c'est d'autant plus vrai que
leur rôle doit être revalorisé. Le rôle des élus, des parlementaires doit être revalorisé par rapport aux exécutifs. Je parlais du schéma des leaders forts, excusez-moi, mais en tout cas avec mes étudiants, c'est ce que je leur enseigne et c'est ce qu'on constate, c'est la tendance des exécutifs à prendre de plus en plus de place par rapport aux parlementaires est terrible, notamment en Belgique, mais en général dans le monde occidental. Il faut revaloriser le rôle des élus, et ils en seront valorisés si le lien, moi j'appelle ça le cordon ombilical, là. Le problème, c'est qu'on a coupé le cordon ombilical entre les élus et les électeurs, mais si on restaure ce lien, ils seront revalorisés par rapport à leur parti politique. Et ça, c'est important, parce qu'il faut que ils soient en phase avec leurs électeurs, et non pas uniquement avec leurs appareils de parti. Et alors, ça va les revaloriser par rapport au monde économique. J'entends tellement souvent, mais madame, dans les auditoires, mais madame, de toute façon, la politique, c'est plus la politique qui décide, c'est les forces économiques. Moi, je suis désolée, c'est l'inverse. C'est parce qu'on a faiblement démocratisé, que les élus sont fragilisés, qu'ils sont affaiblis, qu'ils ne parviennent plus à imposer la décision politique par rapport à d'autres impératifs. Vous savez, notamment, je prends toujours l'exemple de la législation sociale qu'on a dû imposer. Le travail, l'interdiction du travail des enfants, l'instruction obligatoire, écoutez, les forces économiques, elles étaient aussi puissantes, elles étaient aussi présentes. Ça ne s'est pas fait facilement. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les élus ne peuvent plus compter avec ce cordon ombilical, cette légitimité, cette représentativité. Et du coup, dans le rapport de force, c'est comme toujours la même chose. Quand vous n'avez pas un bon rapport de force, vous ne parvenez pas à imposer votre volonté. Il faut enfin parier sur la compétence et la rationalité des électeurs. Je dis toujours, en démocratie, on ne considère pas que les électeurs sont des idiots et on ne considère pas qu'ils sont complètement irrationnels. Ou bien alors on fait autre chose. Alors il faut être d'accord avec Orban, etc. Mais en démocratie, on parie sur la compétence des électeurs, et notamment la compétence et l'intelligence collective. Ça fait un peu Macron, pardonnez-moi. Mais moi je crois ça, c'est que vraiment collectivement, et je vois ça avec les étudiants, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses collectives avec eux, c'est que l'intelligence augmente quand on se parle, quand on communique et quand on décide ensemble. Et une fois de plus, il y a ce modèle déséquilibré, pardonnez-moi, mais je vais le mimer, il faut toujours une bonne posture, vaut mieux qu'un long discours. Comme on a fait quelque chose de claudiquant au lendemain de 1919-21, eh bien, justement, on a un peu parié sur la compétence et la rationalité des électeurs pour désigner les élus, mais on continue à considérer qu'ils sont tout à fait irrationnels et incompétents pour le reste. Ça ne tient ça ne tient pas parce qu'en plus, je vous rappelle quand même les progrès de l'instruction obligatoire. Si on fait un peu confiance en notre école, les députés ont été majoritaires à voter la consultation populaire face à une population qui était largement analphabète. Mais maintenant, et heureusement, les progrès de l'instruction obligatoire ont été accomplis, eh bien on continue à dire, non, on est tous... nous, les électeurs, irrationnels et incompétents. Je suis désolée, ça ne tient pas la route. Et vis-à-vis des jeunes, je suis absolument persuadée que c'est un message paradoxal. Tu es capable peut-être de voir qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir être ton leader, mais tu es incapable au fond de décider pour toi-même. Je suis désolée, mais ce n'est pas un discours émancipateur. La conclusion, mais je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, Joseph. Ah ben voilà, très bien. Mais ma conclusion est longue. Hein. Donc j'ai commencé à quelle heure 35. Très bien. Je reviendrai sur les propositions, mais vous savez, je suis intarissable. Mais Joseph m'a tellement dit que je devais respecter l'heure, et en plus c'est important pour vous donner la parole, donc j'y tiens. La démocratie, mesdames et messieurs, stop ou encore, écoutez, je pense, ou j'espère en tout cas, que vous avez compris que pour moi c'est encore et toujours et encore plus. Je pense ça depuis longtemps, ou plus exactement, je vais vous dire ça, parce que l'auditoire le permet. Ça, au départ, moi, je pensais ce qu'on m'avait appris. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le suffrage universel et que la Belgique a basculé dans la démocratie depuis le suffrage universel. Et je répétais à l'envi, quand on disait le référendum, je disais mais non, mais c'est dangereux, attention, les dérives émotionnelles du suffrage universel. En plus, mes deux formations concouraient à ça. J'ai travaillé moi-même dans un parti politique, et en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, tous les partis politiques annonçaient ça en chœur, c'est dangereux, la démocratie directe. Et par ailleurs, ma formation de constitutionnaliste, alors là, dans tous les manuel, on vous explique à quel point c'est dangereux de donner la parole au peuple. Et c'est vraiment parce que j'ai fait cette recherche
que j'ai changé d'avis. Enfin, c'est pas que j'ai changé d'avis, c'est que je me suis rendu compte qu'avant, on ne pensait pas comme ça. Et qu'on a toujours cru l'inverse avant. Et qu'ils n'étaient pas... En plus, ils étaient nombreux à croire autrement, qu'ils soient favorables à la démocratie ou défavorables à la démocratie. Et donc ça, je le pense depuis que j'ai mené mes travaux de doctorat. Ce qui est nouveau à l'heure actuelle, c'est que je crois que le statu quo est impossible, et ça, c'est les récents développements. Je crois que cette situation de déséquilibre est intenable et qu'il faut donc plus de démocratie. Pourquoi ? Parce que sinon, on va vers moins de démocratie. Et pourquoi je pense ça ? Parce que deux dangers se pointent, le danger du décrochage démocratique et le danger du décrochage social. Le danger du décrochage démocratique, c'est, et alors ça, de nouveau, j'insiste là-dessus, c'est cette tentation, ce retour vers les modèles forts, notamment chez les jeunes. Je vous cite ces chiffres. Ça, ce n'était pas uniquement les jeunes, mais c'est l'enquête européenne des valeurs de 2009 qui dit 9 Belges sur 10 sont en faveur de la démocratie. Très bien. Mais alors, on adhère à la démocratie de manière majoritaire, mais quand il s'agit de lui donner contenu, on est un peu hésitant parce que dans les mêmes, un Belge sur 2 est en faveur d'un leader fort. Ben, je ne sais pas, mais la démocratie ne parie pas sur un leader fort. L'étude Noir-Jaune-Blues, encore plus inquiétant, de 2016. 70% des sondés sont d'accord avec la proposition « il faut un pouvoir fort pour remettre de l'ordre ». Et de nouveau, pour ce que ça vaut, ben, c'est quand même l'intérêt de faire de la recherche et aussi de l'enseignement, c'est de rester au contact avec les jeunes générations. Mes micro-observations confortent ça. Je fais des débats dans tous mes cours et des votes, et avant... au grand jamais, peut-être parce qu'il les taisait, mais je ne pense pas, il y avait des formulations de positions antidémocratiques. Exemple, dans le débat sur la monarchie, on était pour ou contre le roi, pour la République, etc. Mais dernièrement, j'ai eu plusieurs fois des étudiants qui défendaient qu'il fallait non seulement maintenir le roi, mais lui donner tous les pouvoirs sur les partis politiques, les électeurs, enfin pas les électeurs, pardon, mais oui aussi, les partis politiques, les parlements et... les différentes forces et institutions qui caractérisent la démocratie. Ça, c'est maintenant, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Ça veut dire que cette situation d'insatisfaction est en train de faire décrocher notamment les jeunes vers autre chose, puisqu'on leur dit que la démocratie, c'est choisir, la démocratie, c'est renouveler le personnel politique, la démocratie, c'est prendre son avenir en main, et que, excusez-moi, mais la situation est quand même toute différente. En corrélation, il y a le danger du décrochage social. Depuis le début de l'histoire constitutionnelle, on sait qu'il y a un lien entre émancipation sociale et émancipation politique. En 1831, les congressistes, c'est des petits malins, ils confisquent le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent confisquer les richesses. Et ça marche. Pendant plus d'un siècle, ils vont vraiment confisquer les richesses. On le sait toujours à la fin du XIXe siècle, je l'ai déjà dit, c'est pas pour la beauté du suffrage universel que le catéchisme du peuple revendique le suffrage universel, c'est parce que les lois se font maintenant en Belgique pour les riches et contre les pauvres. Mansart, qui est un député en 1921, résume bien cette idée qu'on ne demande pas le suffrage universel de manière théorique. Il nous dit, pour la classe ouvrière, le suffrage universel n'est pas une question de sentiment, mais une question de pain. Il y a donc, depuis toujours, un lien entre l'émancipation politique et l'émancipation sociale. Mais même plus, du coup, maintenant, il y a une corrélation entre le décrochage social et le décrochage démocratique. Je m'explique. Aux États-Unis, on a beaucoup parlé, à raison, à mon avis, du vote. Alors, excusez-moi, mon accent anglais n'est pas... Voilà, mais du Rust Belt. De quoi s'agit-il ? C'est ces États dont vous avez certainement entendu parler, notamment avec la ville de Détroit, qui sont tombés dans un marasme économique parce que les entreprises automobiles ont quitté et que l'État est tout à fait absent désormais et ces États sont livrés presque, pardonnez-moi, mais à l'état de nature. Et donc, il y a une déshérence sociale et un désespoir socio-économique terrible. Ces États qui sont là au-dessus, vous les voyez en haut à droite, ceux qui entourent en fait l'îlot bleu, juste dans une espèce de corne, eh bien, ces États-là, qui sont traditionnellement ouvriers et traditionnellement démocrates, ont basculé en faveur de Trump. Et c'est ce basculement qui est vu par beaucoup d'analystes comme une des raisons qui explique cette, à mon avis, invraisemblance de l'arrivée au pouvoir d'un personnage comme Trump. En France, même chose. Il y a une corrélation entre
justement le décrochage social et décrochage démocratique, puisqu'il y a une corrélation entre les votes FN, ça vous le voyez, on connaît bien ici dans cette région cette réalité. La France, le nord de la France, qui se caractérise aussi par un certain désespoir social, a voté massivement FN et des chercheurs ont établi cette corrélation entre désespoir social et vote Le Pen. Et alors je vous cite ce sondage qui, moi, personnellement, m'a vraiment beaucoup ému au sortir du second tour. Des chercheurs ont fait une enquête qu'on appelle une enquête aux sorties des urnes, et ils posaient cette question suivante. Comment vous en sortez-vous avec vos revenus? Les électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen disaient à 69% très difficilement. Les électeurs qui avaient voté Macron répondaient à 79% facilement. Il y a donc une corrélation entre le décrochage social et le décrochage démocratique. Alors, je crois donc que le statu quo n'est plus possible et qu'il faut approfondir la démocratisation pour éviter le décrochage démocratique et pour éviter le décrochage social, parce qu'en Belgique aussi, même si on pourra y revenir, on n'a pas, et heureusement d'ailleurs, une extrême droite du côté francophone aussi forte qu'en France, eh bien, il faut quand même être attentif à des chiffres et à des indicateurs plutôt inquiétants. Des études montrent qu'en Belgique, un enfant sur 4 en Wallonie est pauvre, 4 sur 10 à Bruxelles, presque un enfant sur 2. Sur toute la Belgique, une enquête de 2016 dit que 3 enfants sont pauvres sur 10. Et selon l'UNICEF, ce que l'on sait peu, la Belgique a un des taux de pauvreté infantile les plus élevés d'Europe. Enfin, c'est la Belgique. Hein. Donc je cite ces chiffres parce que notamment l'électorat francophone est assez sage, à mon avis, que pour ne pas être tenté par l'extrême droite, mais ça n'empêche que le décrochage social menace aussi. On assiste à une explosion des demandes des revenus d'intégration. Le SPF Intégration Sociale nous dit que 15,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et plus généralement en Europe, un Européen sur 4 est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que donc on peut faire un lien historiquement qui est établi entre émancipation politique et émancipation sociale. Et actuellement, on peut faire un lien aussi entre décrochage politique et décrochage social. Les gens qui sont désespérés socialement, les gens qui sont abandonnés économiquement, eh bien, se tournent vers une remise en cause du système. Et ça me semble d'ailleurs assez compréhensible. Il y a donc urgence, parce que je pense qu'il faut rompre ce cercle vicieux, dissiper ce malentendu du suffrage universel, ce suffrage universel qui était porteur de tant d'espoir. Et donc, si on dissipe le malentendu du suffrage universel, on évitera, à mon avis, le décrochage social et on évitera le décrochage démocratique, parce que tout est lié. Il faut donc, mesdames et messieurs, rompre ce cercle vicieux et arriver enfin au cercle vertueux qui nous avait été promis, eh bien, il y a de ça presque 100 ans. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Nous échangeons de place. Voilà, j'avais dit qu'elle était passionnée. Hein. Vous avez vu qu'elle est aussi passionnante. Donc passionnée, passionnante, c'est magnifique. Merci d'avoir respecté scrupuleusement, mais alors là, scrupuleusement. Oui, peut-être. Peut-être que j'ai... Voilà. Quand même, peut-être une certaine influence, une minime influence, voilà, sur ce point-là, en tout cas sur ce point-là. Bien, mais le grand avantage de respecter l'horaire, c'est qu'on a le temps pour poser les questions. Et donc, Léna va promener le micro. Voilà, monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Léna, il faut... Oui. Bonjour, oui. Serge Armouster. Comment je voulais comparer un petit peu la situation de la démocratie en France et en Belgique, à savoir que le report de voix, ce qui se fait en 2 tours en France, est plus démocrate, à mon avis, que ce qui se passe en Belgique, où les partis politiques font des petits arrangements après les votes. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui, alors on a eu justement le débat récemment. Alors,
les électeurs ici ont cette impression qu'en effet, il y a des accoquinements entre partis politiques qui se fait en dehors d'eux. Et alors, une fois de plus, ils ont raison, c'est vrai, et notamment par la pratique des accords de majorité secret que moi je condamne vivement. On a cette impression que, de nouveau, ça renforce cette idée que quoi qu'on vote, de toute façon, les majorités vont toujours être les mêmes. Alors, là-dessus, des propositions sont formulées justement en prenant la France comme modèle. Alors attention, parce qu'en France, c'est un scrutin majoritaire et moi je suis de celles qui pensent que ça ne va pas améliorer notre sentiment démocratique si on passait un scrutin majoritaire. Si on passe à un scrutin majoritaire, concrètement, ça va bipolariser la vie politique et ce serait même paradoxal parce qu'actuellement, on parle plutôt, vous voyez, de transcender les clivages gauche-droite. Or, si on passe à un scrutin majoritaire, ça les chiffres le montrent. Chez nous, resterait le MR et le PS et le reste disparaîtrait ou serait absorbé dans ces grandes formations. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut garder le scrutin proportionnel parce que la représentation, elle doit s'aérer, elle ne doit pas se racrapoter, c'est ça dont elle a besoin. Et si on passe à un système majoritaire, on va racrapoter, on risque de racrapoter la représentation et la diversité et la pluralité de la représentation et non l'inverse. Par contre, il faut apprendre du scrutin majoritaire parce que là, le lien entre électeurs et élus est beaucoup plus direct. Nous, on vote pour des listes électorales et puis la répartition de sièges se fait de manière compliquée, donc on peine même à identifier l'élu qui va nous représenter. La grande force du suffrage du scrutin majoritaire, c'est que, comme on va le voir en France, là, il y a des candidats et puis des luttes entre candidats et puis une identification de l'élu beaucoup plus facile. Et ça, de nouveau, il y a des moyens qui existent. Pour peu qu'on prenne la démocratisation au sérieux, eh bien, on peut trouver toute une série de systèmes qui permettraient que les élus soient plus clairement identifiés pour les électeurs et pour redonner aux électeurs cette impression, cette possibilité de s'approprier les élus beaucoup plus que c'est le cas. Et alors, par ailleurs, moi je suis de celles qui pensent qu'il faut réglementer le fonctionnement des partis politiques parce que c'est très lié à ça. C'est les listes électorales et la manière dont sont établies les listes électorales se font en fait, c'est en marge du droit. Il n'y a aucun principe juridique qui n'a été écrit ni dans la Constitution, ni dans la loi, ni dans les décrets, enfin peu importe, à cet égard, alors que c'est central. De nouveau, vous savez, en 1919-21, c'est incroyable. Il y a un électeur, en plaidant pour la consultation populaire, il y a un député qui dit et qu'est-ce qui se passe maintenant avec la représentation proportionnelle? Et il y a un autre qui lui répond, on désigne les élus avant l'élection et ils se mettent tous à rire. Mais donc ils le savent. Vous voyez que l'établissement des listes électorales, c'est en fait l'élection avant l'élection et que ça laisse peu de choix et peu de marge aux électeurs. Ils le savent, on le sait. Et donc et on abandonne volontairement aux partis politiques de manière totalement discrétionnaire cette phase-là de l'élection qui est pourtant centrale. Eh bien ça, il faut travailler, d'autant plus, je l'ai déjà dit, qu'à l'époque, les partis sont populeux, les partis sont massivement peuplés, donc il y a quand même une certaine... un caractère, les électeurs sont dans les partis politiques. Maintenant, les électeurs ne sont plus dans les partis politiques et donc il faut absolument réglementer ça aussi. Il faut réglementer la manière de ne pas abandonner le scrutin proportionnel, mais travailler les conditions d'élaboration des listes électorales et les modalités d'élection pour qu'on puisse investir, s'approprier, déjà identifier, et ce serait déjà beaucoup, identifier les élus. Oui. Oui. Oui, et ça, c'est pas je vous dis, dans ces matières, moi, je constate que chaque fois qu'il y a une crise, il y a une commission ou quelque chose qui se met en place en matière de démocratie, et puis ce n'est pas suivi d'effet. C'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à faire. Allez, on reviendra chez vous, madame, hein, vous en faites pas. Alors, monsieur est là-bas. Oui, attendez. D'abord monsieur, puis madame. Mais vous en faites pas. Et aucune crainte. Dans l'ordre. Oui. Merci. C'est vrai qu'après, les dames, parce que jusqu'à présent, on a avec des messieurs. Allez-y. Oui, puis il faut que les dames s'expriment aussi. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas tellement d'accord avec vos conclusions. Il y a deux choses, je crois que vous deviez porter un regard là-dessus, en se disant,
c'est comme la France, mais on dit la pauvreté amène à des extrêmes. Et vous parlez là de l'extrême droite. Je vous dirais qu'en Belgique, la pauvreté va amener en Wallonie le PTB comme un des partis principaux en Wallonie. Il ne faut pas oublier ça. Et pourquoi ? Parce qu'il faut se dire aussi que la politique n'est pas responsable totalement de la situation économique d'un pays. Hein, il faut savoir que les intervenants économiques ne sont pas nécessairement et ne sont pas pieds et mains liés avec les intervenants politiques. Je crois qu'il faut dissocier les deux. Il n'y a pas, on dit en France, il faut un homme providentiel. Je crois qu'il faut oublier l'homme providentiel. Les contraintes économiques sont bien plus importantes que ça, que les contraintes politiques. Ça, c'est un point. Donc, je vous dis, la pauvreté va plutôt vers les extrêmes. Pourquoi ? Parce que ces partis sont des partis populistes. Et donc, la seule représentation que ces gens ont est justement vis-à-vis la seule prise en compte ou la perception de leur prise en compte ou de leurs problèmes vient uniquement de ces partis-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont vers ces partis. Vous allez me dire, il y a aussi une extrême droite en Belgique, hein, mais elle est tellement extrême droite que c'est un peu difficile de s'y associer. De l'autre côté, il y a l'extrême gauche avec le PTB. Et donc, vous voyez que ce parti communiste qui est mort depuis de très nombreuses années en Belgique semble réapparaître là par le fait de... Voilà, ça c'est une première chose. Et je crois qu'une deuxième chose aussi, vous dites, au point de vue parti politique, il faut renforcer ces partis politiques pour qu'on arrive à plus de démocratie. Et vous semblerez dire ça. Et je dis, moi, que je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que ces partis politiques-là sont, comme vous avez dit, un matelas. Mais à force d'être un matelas, ils ont endormi la population. Et que ce n'est plus représentatif. Ils ne sont plus représentatifs d'une population, ni même d'un courant d'idées. Sauf que certains peuvent être des dogmatiques, mais ils sont à leur propre service. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait renforcer les partis politiques, j'ai dit qu'il fallait renforcer les élus. Par contre, vous mettez le doigt sur une controverse. Moi, je pense encore que les partis politiques sont nécessaires en démocratie pour organiser l'universel. Et que si on n'a pas une structure qui organise les volontés individuelles en volontés collectives, eh bien, ce sera de nouveau tout bénéfice pour d'autres forces, comme par exemple les forces économiques ou des forces non politiques. Mais je dois bien dire que je crois que c'est mon âge qui me fait dire ça, parce que par exemple j'ai un doctorant qui travaille sur ces questions-là, parce qu'on trouvait très intéressant d'aborder ça, notamment la question du statut juridique des partis politiques. Et lui, qui est beaucoup plus jeune que moi, ne croit plus du tout aux partis politiques. Donc, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Moi, je dis en tout cas que si on n'organise pas le collectif, qu'on l'appelle au fond parti politique, mouvement, etc., eh bien alors, la multitude ne saura pas s'organiser. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut démocratiser les partis politiques, leur imposer un statut. Pour le moment, il y a une loi sur le financement public des partis politiques, et c'est très bien, une fois de plus. Si on ne fait pas ça, eh bien les partis politiques vont se financer ailleurs, et c'est la porte ouverte à tous les excès et à toutes les corruptions. Mais par contre, je crois qu'il faut en effet rajouter des obligations sur leurs épaules, puisque précisément on les finance de manière publique. Je n'ai pas l'impression pour le reste qu'on était en désaccord, mais peut-être que je ne sais pas. Oui, évidemment que c'est en raison de leur désespoir que ces personnes-là se tournent vers des partis extrêmes. Mais moi, ma proposition, c'est que le système change pour que leur offrir une porte de sortie, un espoir et un horizon autre que le vote extrême, justement. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas si peu d'accord. Alors, peut-être, si tu as terminé sur cette question-là, retournez auprès de madame là-bas, et puis madame ici. D'abord celle-là, puis celle-ci. Dans l'ordre, c'est dans l'ordre. Ah oui, ben bon, c'est juste pour ne pas... voilà. Pour respecter l'ordre... Voilà, je vous en prie, madame. J'espère que je pourrai exprimer clairement ce qui me paraît essentiel. J'ai bien entendu que la participation citoyenne est vraiment quelque chose de fondamental à reconstruire ou à construire. Ce qui m'a mis mal à l'aise,
tous les constats que vous avez faits, je les partage, je crois. Mais ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que vous comparez une période où, catéchisme du peuple, etc., les gens n'étaient pas idiots, ils n'étaient pas instruits, bien sûr, mais ils avaient le sens de la justice, le sens de... etc. Aujourd'hui, vous l'avez dit, mais vous avez, à mon avis, sauté vraiment ce qui est aujourd'hui indispensable à prendre en compte, c'est que les gens peuvent être instruits, mais ils ne prennent pas le temps, il n'y a plus de lieux populaires. Moi, je suis une syndicaliste. Avant, il y avait des endroits où on entendait tout ce qui circule aujourd'hui, mais on pouvait avoir des débats et on éduquait en discutant. Vous l'avez dit, le dialogue, la confrontation, etc. Et quand vous dites on peut, puisque on a su le faire au début du siècle, moi je dis non. C'est plus du tout de la même manière qu'il faut... Je n'ai pas de solution vraiment certaine, mais ce que je peux dire, c'est que je participe à une démarche qui est entreprise depuis plusieurs années maintenant, notamment à l'Éden, avec des professeurs qui travaillent la question de la citoyenneté, et que si l'éducation permanente n'y est pas parvenue, pourquoi? Parce qu'on a sabordé, etc. L'associatif crève. On lui demande de faire un boulot impossible parce qu'on travaille avec des contrats précaires, on travaille avec des gens qui n'ont pas le temps d'être vraiment au courant de ce fonctionnement institutionnel et ce fonctionnement humain qui fait que même dans les associations où vraiment on a cette volonté de démocratisation, on n'y parviendra pas. J'ai entendu qu'il y avait aussi une critique sur tout ce qu'on met maintenant comme remède en avant, c'est-à-dire la participation citoyenne. Donc, dans nos quartiers, avec des animateurs qui n'ont pas du tout le niveau de compétences parce que déjà eux-mêmes ne sont pas formés aux sociopolitiques, donc on va faire des groupes tout à fait visibles comme démocratie directe qui vont vraiment pas du tout éclairer les lanternes. Oui, on va laisser Madame Bourbeau je pourrais continuer, mais ça m'a répondre parce que sinon on n'aura plus beaucoup d'autres questions. Voilà, c'est toujours ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a plus de prolongation. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame. C'est juste. Voilà, donc, si vous voulez, moi, je ne crois pas que. Vous avez commencé en disant que la situation actuelle n'est pas la même qu'il y a 100 ans au moment du suffrage universel, notamment parce qu'il est difficile de demander aux jeunes ou aux autres de prendre le temps. Ça, si vous voulez, moi, je ne crois pas, et notamment vis-à-vis des jeunes, je vois ça dans mes cours, c'est que il y a moyen tout à fait de les intéresser et de les faire s'investir, mais c'est vrai que c'est par des autres canaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne pense pas que les jeunes, s'il n'y en a pas d'ailleurs dans l'Assemblée, j'ai toujours un peu... je suis mal à l'aise avec l'idée de prendre la parole au nom de jeunes que je ne suis plus, malheureusement. Mais c'est clair que les canaux sont différents. Par exemple, le parti politique, je pense que la forme est largement dépassée pour les jeunes. Alors sans doute peut-être aussi l'implication associative, mais ils ont d'autres canaux d'expression. Vous savez, les chiffres montrent que les jeunes, loin de se détourner de la politique, sont très politiques, mais ils le font autrement. Et notamment, alors ça a l'air d'être un peu éculé, mais c'est quand même réel. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est une manière aussi quand même de débattre, de s'impliquer, d'être au courant de choses, d'échanger des débats. Alors on peut dire, moi je suis à cheval entre deux générations, puisque je suis tournée vers les plus âgés, mais aussi vers les plus jeunes. On peut critiquer et on peut dire c'est de la citoyenneté fugace, ce n'est pas de la citoyenneté, c'est uniquement du provisoire, du superficiel. Mais il n'empêche que c'est vers ça qu'on va, et moi je ne constate pas un désintérêt ou un désinvestissement. Je constate au contraire une très forte envie d'adhérer, une très forte envie de s'investir, mais c'est vrai, j'en ai parlé, une forme de décrochage dans mes matières, notamment face à la complexité. Et ça, on peut comprendre, face à la complexité institutionnelle. Je crois donc que... alors, bon, ça, c'est le propre de l'histoire. Moi, je crois vraiment que l'histoire évite la myopie. Je ne pense pas qu'il faille penser en des termes radicalement différents maintenant et il y a un siècle. Mais par contre, c'est évident que les formes et la manière de penser l'investissement citoyen, la manière de faire de la politique, la manière de s'impliquer, de discuter est tout à fait différente. Mais vous savez, les chiffres montrent même qu'ils sont plus impliqués. Par exemple, c'est un chiffre que j'aime bien citer.
et qui dit beaucoup. Un jeune sur 2 veut changer radicalement la société. Un jeune sur 20 pense que voter va l'aider à cela. 1 sur 20. Ça, c'est aussi, nous, les aînés, on doit s'interroger là-dessus parce qu'on ne leur laisse pas un modèle constitutionnel durable, parce que leur capacité d'adhésion et d'enchantement par rapport à ce modèle est quasi nulle. Voilà. Alors la dame qui attend depuis tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein. Merci. Moi, mon intervention va un peu rejoindre celle de la dame précédente, parce qu'en effet, vous avez donc parlé de la compétence et de la rationalité des électeurs. Et alors, en citant toujours votre expérience dans vos auditoires, et je me dis, tiens, est-ce que vos auditoires sont représentatifs de la jeunesse en Belgique? Oui. Et est-ce que vous pensez que ce sont ce genre de jeunes-là qui auraient voté pour le Brexit en Angleterre? Comment éviter ce genre de dérive absolument catastrophiques et qui sont en effet, pour moi, la résultante de ce que Madame va expliquer, c'est qu'il n'y a plus d'éducation du tout populaire. Les réseaux sociaux, oui, mais qu'est-ce qu'on y trouve? Tout, et des choses très bonnes, mais aussi des choses moins bonnes. Et donc, comment est-ce que les jeunes vont faire le tri? Alors, ça va être... Non, monsieur, je suis désolé, mais... Non, ça ne va pas, ça va pas aller. C'est Madame Bourgault qui répond. Et après, lors du petit verre, on pourra parler tranquillement. Voilà. Merci. Ah bon, voilà. Merci de me le rappeler. Alors, là-dessus, sur l'irrationalité, l'incompétence, moi j'ai observé que à chaque stade de l'extension de la participation politique, à chaque avancée de la démocratie, on oppose toujours les deux arguments pour faire barrage à ces demandes, l'irrationalité et l'incompétence. Pour refuser le droit de vote aux femmes en 1919-21, on dit qu'il faut d'abord qu'elles apprennent à raisonner et non uniquement à s'émouvoir. Parce que, vous voyez, vous comprenez pour qu'on maîtrise, vous et moi, nos affects. Pour refuser la consultation populaire, à la même époque, Carton de Villard dit « Qui assemble le peuple l'émeut ». Il y a cette idée que si vous assemblez le peuple et que vous lui demandez son avis, il va s'émouvoir et plonger dans l'irrationalité. Tout au long des demandes de démocratisation, c'est toujours la même chose dans les manuels de droit constitutionnel sur le référendum et la consultation populaire, c'est ça. Et vous venez d'ailleurs d'utiliser un terme comme ça, éviter les dérives irrationnelles. Et sur le Brexit, pour moi, ça a été vraiment le grand exemple où les mêmes arguments de l'émotion et de l'irrationalité, de l'incompétence et de l'irrationalité sont toujours avancés. Ça a été, mais dans des termes, alors on ne prend même plus, à mon avis, certaines précautions oratoires. J'ai lu des choses sur le fait que les Anglais avaient choisi le chaos, qu'il y avait un syndrome post-dépressif, post-Brexit. Enfin, on ne faisait même plus attention à l'idée que, voilà, on peut ne pas être d'accord avec ce choix. Mais par ailleurs, vous voyez, c'est vieux comme le monde. Ça a considéré que celui qui n'est pas d'accord avec soi est irrationnel et incompétent. C'est un peu court. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que dans démocratie, ou bien on fait autre chose, et on appelle un chat un chat. En démocratie, on parie sur la compétence et la rationalité, même si on n'est pas d'accord. Parce que la démocratie postule que tous les individus, de manière égale, quel que soit leur âge, on met une limite pour les enfants, mais quel que soit leur âge, leur sexe, leurs origines, ont une capacité politique égale. Ça, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Et si ce n'est pas le cas, alors on fait autre chose. On fait une espèce d'aristocratie législative ou de despotisme éclairé, je ne sais pas. On l'appelle, et on pense ce système en conséquence. Donc moi, et à ce moment-là, merci de me poser la question, parce que même sur le Brexit, à ce moment-là, j'ai pris la parole, parce que, écoutez, franchement, c'était la manière dont on a traité les électeurs de cette nation. C'était quasi si on n'allait pas les jeter à la mer en fonction de leur vote. On peut ne pas être d'accord, mais après, ça reste un vote démocratique, hein, que nous, on n'a jamais fait, je rappelle, hein, sur la construction européenne, oui. Par ailleurs. Et auquel nous devons beaucoup. Le peuple britannique, nous leur devons beaucoup en matière de démocratie. Oui, et puis ils vont montrer. Alors, là encore. Monsieur, et oui, après ça encore une, et puis on va boire un verre. Merci. Allez-y.
Bien, Madame Burgot, d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet exposé tout à fait remarquable. Merci beaucoup. Et j'essaierai d'être plus courtois que votre interlocuteur, votre vis-à-vis dimanche. Voilà. Ah oui, oh là là, oui, dites, quelle histoire. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous ne croyez pas qu'au titre de l'article 10 de la Constitution, qui veut que tous les Belges soient égaux devant la loi, il serait tout à fait normal que la Constitution, qui est en quelque sorte un contrat entre le peuple belge et ses représentants, soit soumise à l'avis du peuple belge avant qu'on y change une virgule, pour éviter la lasagne institutionnelle que l'on connaît aujourd'hui. Je ne suis... La deuxième question, j'ai les enchaîner, ça concerne l'article 64. Vous disiez que les jeunes étaient pour la démocratie, mais cherchaient un leader. Est-ce que vous croyez que les 4 conditions de l'article 64, qui sont les conditions d'éligibilité, permettent de définir un leader d'une part, une élite politique d'autre part, et de justifier les émoluments qu'ont ces élites politiques par rapport à d'autres personnes qui rencontrent ces mêmes critères, mais qui travaillent de nuit dans les hôpitaux, dans la sidérurgie, dans les laminoirs, qui ont des travaux pénibles. C'est une question que je me pose en tant que citoyen. Le troisième point concerne les arrangements préélectoraux. Est-ce qu'il ne serait pas plus sain sur le plan démocratique, puisque les partis ne sont pas consacrés par la loi, on retrouve les groupes au niveau de la loi électorale et des règles de dépouillement. Avant ça, je n'ai trouvé trace nulle part des partis politiques. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas justifié que l'on réinstitue, que l'on réinstaure le panachage par arrondissement électoral au niveau du vote, c'est-à-dire que les citoyens choisissent des élus qui sont responsables en tant que tels et qui ne répondent pas à une discipline de groupe, qu'ils assurent leurs propres responsabilités et qu'ils gèrent donc le pays pour ceux qui ont été élus par respect des électeurs. Merci beaucoup. Eh bien dit, c'est tout un programme. Hein. Alors, merci pour vos questions. Alors, sur l'association du peuple ou des électeurs à la révision de la Constitution, tout à fait d'accord. Vraiment, et je pense que la 7e réforme de l'État ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion là-dessus. C'est de nouveau un des arguments tarte à la crème en Belgique pour refuser la consultation populaire ou le référendum, notamment en matière constitutionnelle, c'est nos clivages linguistiques. Dans tous les manuels, vous trouvez que cet argument-là, qu'on ne peut pas faire le référendum ou la consultation populaire en matière constitutionnelle en raison de nos divergences. Moi, je dis l'inverse, justement, puisqu'on a des divergences, faisons précisément la consultation populaire ou le référendum. Et c'est d'autant plus vrai qu'une étude montre qu'au lendemain de la 6e réforme de l'État, les élus ont été interrogés. La plupart des élus qui ont été en position très inconfortable pour voter cette 6e réforme de l'État n'étaient en fait pas d'accord avec ce qu'ils avaient voté ou n'auraient pas voté exactement comme ça s'ils avaient eu plus de marge de manœuvre. Donc, je pense absolument essentiel que les électeurs soient directement, en effet, associés aux révisions constitutionnelles par des mécanismes référendum ou consultatifs et aussi par des mécanismes de tirage au sort, parce que les deux peuvent être couplés. Vous faites un panel citoyen pour les propositions et puis vous soumettez le résultat à la consultation populaire ou au référendum. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité, alors, donc, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que maintenant, en effet, l'éligibilité est universelle. Il n'y a plus de conditions fiscales, ou il n'y a plus non plus de conditions de diplôme. C'est récent, ceci dit. Les catégories d'éligibles sénatoriales, là, dont je vous parlais, qui avaient été créées comme faire un tamis à l'entrée pour être sûr que n'importe qui ne s'asseye pas dans les sièges de sénateurs, elles ont survécu jusqu'en 1985. Vous imaginez, 1985, même à la révolution de 68, ça a survécu à ça, à la révolte de 68, c'est incroyable. Mais donc, maintenant, on a une éligibilité universelle. Est-ce que ça justifie la rémunération? Oui. Moi, je vous dis oui. Je pense qu'il faut bien rémunérer les parlementaires. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut bien rémunérer les parlementaires parce que, ou sinon, eh bien, vous, indirectement, vous rétablissez un sens d'éligibilité. Par contre, je vous rejoins, et ça me permet d'enchaîner avec la 3e question, je vous rejoins sur le fait que les élus, et une fois de plus, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas leur ennemi, mais au contraire qu'on va les aider là-dedans. Il faut que les élus prennent conscience qu'on ne peut plus se satisfaire, non seulement d'arrangements électoraux secrets, mais aussi de positions
de vote majorité contre opposition, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les parlements, quasi systématiques, avec des consignes de vote implacables, où ils ne rendent compte que vis-à-vis de leur parti politique et pas vis-à-vis des électeurs. Ça doit changer. Et c'est pour ça que démocratiser le fonctionnement des partis politiques, et aussi, c'est une des propositions que je fais, créer, ça j'y crois vraiment, des assemblées périodiques entre électeurs et élus, où les élus viennent raconter ce qu'ils font. Et donc, ils devront raconter plus que « moi, j'ai voté ça parce que le parti l'a dit ». Ils devront se justifier. Mais nous, électeurs, on viendra poser des questions et nous aussi, on devra faire un peu plus que toujours critiquer. On devra aussi s'impliquer parce que ça va dans les deux sens. Des lieux publics qui viendraient remédier à ça. Au fait que, justement, comme dans les partis politiques, maintenant, c'est des partis largement vidés des électeurs qui viendraient remédier à ça en créant une structure pluraliste, publique, ou un lieu d'échange, de dialogue et de contrôle entre électeurs et élus, ça permettrait justement d'atteindre un résultat en ce sens. Mais c'est évident qu'il y a du travail à faire. Mais il faut bien les rémunérer, monsieur. Enfin, je pense, hein, monsieur. Mais parce que sinon, vous savez, ça, c'est vrai, hein, si on ne rémunère pas bien le travail parlementaire, ça sera toujours les mêmes qui occuperont les sièges parlementaires. Et là, on vient de ce système-là. La rémunération parlementaire permet d'échapper à l'éligibilité censitaire indirecte. Voilà. Je vous propose d'en rester là et d'applaudir. Merci. Merci à vous. Hein. Merci. Alors, encore quelques minutes, puisque c'est la dernière conférence de l'année. Je voudrais en profiter pour remercier ceux et celles sans lesquels ça ne serait pas possible. Les conférences ne pourraient pas s'organiser. Ce n'est pas moi. Mon mérite est fort limité. En particulier Léna, que je vous propose d'applaudir, qui, je dois vous le dire, s'occupe de tout. La seule chose que je lui dis, oui, la date, c'est la bonne, vas-y. Après, c'est elle qui travaille. Et elle est extraordinairement efficace, comme vous l'avez vu. Je voudrais aussi dire un mot de Taille, qui n'est pas là. Taille, c'est le technicien qui règle le son, la lumière, etc. Et je peux vous dire que le fonctionnement de cette université, ici à Charleroi, doit beaucoup à la présence de Taille. C'est un vrai bonheur. Et croyez-moi, quand on n'est pas un grand spécialiste de l'informatique comme moi, et peut-être d'autres collègues, je ne vise personne, mais d'autres collègues, c'est une grande, grande, grande chance de pouvoir téléphoner à Taille, j'ai toujours son numéro sur moi, pour faire fonctionner ce qui, au dernier moment, ne fonctionne pas et vous empêche de donner cours. Donc je vous propose de l'applaudir également. Enfin, si vous me permettez encore un mot de la cellule. La cellule, c'est donc l'équipe administrative qui s'occupe d'une façon générale du fonctionnement du site de Charleroi. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que parfois je ne me rends pas compte moi-même combien ils sont utiles. Ils m'ont dit l'autre jour que nous avions une conférence du Forum financier, qui s'était très très bien passée, tout était bien organisé. Quand je suis arrivé, tout était prêt, Taille avait réglé les micros, etc. Mais un peu en discutant de choses et d'autres, ils m'ont dit gentiment que ce serait peut-être bien que quand il y a une conférence ici à l'université, je les prévienne que cette conférence a lieu, parce que j'avais oublié de le faire. Et ils ont obtenu l'information via le Forum financier, et donc de leur propre initiative, ils se sont tout mis en place. Voilà. Donc, mais maintenant, je fais très très attention, au moins à leur dire qu'il y a une conférence. Je vous demande de les applaudir aussi. Enfin, ma chère Anne-Emmanuelle, le principe est que tu n'es pas venu pour rien, puisque tu as un petit cadeau, petit par sa taille, mais... Et je vais te dire que derrière le cadeau, il y a quand même une idée, c'est que ça te permet de continuer à écrire des choses intéressantes sur le Sénat, sur la consultation populaire, pour que régulièrement tu viennes nous en parler. Merci.